Et je dirais qu'en substance, ce livre est un appel à l'indépendance. Ce livre est un appel à l'indépendance de la France, à l'indépendance de l'Europe, parce qu'on a beaucoup cru en une France libre, dans une Europe libre, et je ne suis pas certain, plus de 30 ans après la chute du mur de Berlin, que ce soit la situation à laquelle nous assistons. J'ai le sentiment que, bien sûr, nous ne sommes pas sous occupation militaire, bien sûr, et il faut s'en féliciter, l'Europe a connu la paix, bien sûr, la France se croit libre de son destin, libre de ses choix, et les Français libres de leur avenir. Je ne suis pas certain que ce soit le cas. J'observe que la chute du mur de Berlin, 1989, c'était la promesse de la paix permanente, c'était la promesse de la démocratie planétaire, et puis, pour certains, c'était tout simplement la fin de l'histoire. Le régime libéral capitaliste allait s'instaurer partout dans le monde. Partout dans le monde, les hommes et les femmes allaient vivre en abandonnant toute idéologie et tout espoir politique sous la loi très simple du contrat, du marché et des droits de l'individu. Et en d'autres termes, nous étions sur une autoroute, celle de la prospérité, celle de la croissance infinie et celle de la fin des conflits politiques. Non seulement ce n'est pas la situation, l'histoire s'est remise en marche, mais notre situation actuelle de la France et de l'Europe n'est pas celle d'une France plus libre dans une Europe outil de sa liberté. Je constate que la majorité des lois adoptées en France ne sont pas d'initiative française. Elles nous viennent de comités d'experts, de sachants et de bien-pensants. Pour plus des 2/3 des lois appliquées en France, elles viennent de structures non démocratiques, européennes de façade certes, mais dont beaucoup sont hantées par les lobbies américains. J'observe un second élément tout à fait déterminant, c'est que dans ce que vous pensez, dans les mots, dans les systèmes, dans les repères qui habitent notre pensée, la pensée managériale, la pensée financière, la pensée politique aussi, à peu près tout aujourd'hui est d'importation nord-américaine. Nous sommes dominés par des idées coloniales qui ne viennent pas de nous. Puis le troisième élément, et je m'arrêterai là, l'hypercapitalisme financier tel qu'il sévit aujourd'hui, tel que effectivement il annonce la fin du politique, tel qu'effectivement il met hors jeu à peu près tous les débats politiques, parce que c'est le contrat et le marché qui règnent, c'est l'avènement de l'individu absolu, cet hypercapitalisme financier, c'est pas une invention européenne, je dirais même qu'il est très profondément étranger au code génétique de l'Europe continentale, c'est lui aussi un produit d'importation, je dirais même que c'est un produit colonial. Et donc ce titre, Le mur de l'Ouest n'est pas tombé, c'est pour alerter mes lecteurs, et je l'espère l'opinion française, sur ce fait qui m'apparaît aveuglant. Alors, la chute du mur de Berlin, ça devait être la liberté pour l'Europe, et c'était cette formidable idée d'une Europe réconciliée, libre de son destin, mais derrière ce mur, un autre mur qui est beaucoup plus mental, culturel et financier qu'il n'est physique, s'est bâti. C'est le mur de l'intérêt national américain qui coupe l'Europe en deux et qui, quelque part, fait de l'Europe de l'Ouest un territoire à coloniser et un territoire qui est déjà pris dans nos têtes, dans nos esprits et dans nos débats politiques. Donc pour vous, justement, ce mur de l'Ouest, il sépare l'Amérique du reste du monde ? Non, ce mur, c'est le mur que nos amis américains et l'intérêt national américain est en train d'édifier au cœur même de l'Europe pour séparer l'Eurasie en deux. Pour le dire de manière très schématique, on a aujourd'hui deux schémas géopolitiques extraordinairement intéressants qui sont en train de s'affronter. On a le schéma de l'unité du continent eurasiatique, tel que la Chine, à travers ses projets fantastiques de route de la soie, ses Chinese Belts, c'est le plus gros projet d'infrastructure jamais conduit au monde. Ils sont en train de rêver d'une unité territoriale de l'Eurasie, par des pipelines, par des autoroutes, par des voies ferroviaires, et puis aussi par le collier de perles des ports. Vous savez que les ports, ça part de Shanghai, ça part de Hong Kong, ça passe par Hambantota au Sri Lanka, par Karachi au Pakistan, et puis ça aboutit au Pirée en Grèce. Nos amis chinois, avec quelques autres, la Russie joue naturellement sa part dans ce jeu, rêve de reconstituer l'unité de ce continent eurasiatique. Et ils ont certainement en tête les échos de cet amiral anglais, Mackinder, qui disait à la fin du 19e siècle, qui tient le Heartland, l'Eurasie, tient le premier continent au monde et tient le monde. Nos amis américains ne sont pas en reste. Eux ont aussi une vision géopolitique très claire. C'est de couper ce continent en deux. D'un côté, l'accord transpacifique, et on tourne l'Asie du Sud-Est vers le Pacifique et vers les États-Unis et vers la côte ouest. De l'autre côté, on enrôle l'Europe de l'Ouest
dans un conflit larvé, mais dont la mise monte semaine après semaine contre la Russie, enrôler l'Europe de l'Ouest derrière leur propre intérêt géopolitique et la séparer radicalement de son Est profond. Nous n'avons pas l'Europe de l'Atlantique à l'Oural et nous avons encore moins l'Eurasie de Brest à Pékin.